La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, en voici 7 nouvelles. Les officiels et les hommes d'affaires sont les bénéficiaires. Désormais, plus de visa pour eux pour aller au Maroc. Lomé et Rabat viennent de signer un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports de service et de passeports diplomatiques. L'état de la presse au Togo, passé en revue ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Un rapport détaillé sur une période d'1 an a été présenté ce jeudi par l'Observatoire togolais des médias. On en saura un peu plus tout à l'heure dans cette édition. Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature a son guide officiellement remis ce matin, le guide des droits et obligations du justiciable. Le document fera l'objet de vulgarisation, tout comme celui sur l'éthique et la déontologie. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. À signaler d'abord ces messages de félicitations adressés au chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance le 27 avril dernier. Un message de son Excellence de Sa Majesté Roi des Belges Philippe à l'occasion donc de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Togo. Je tiens à vous adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple togolais mes vœux de bonheur et de bien-être dans la paix et la concorde. Message reçu également du roi Mohamed V du Maroc qui adresse aussi ses félicitations au chef de l'État, tout comme de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Message de félicitations adressé donc à l'occasion, je vous le disais, de la célébration de la fête de l'indépendance le 27 avril dernier. Direction ensuite la primature pour ces 2 audiences accordées ce matin par le chef du gouvernement. La première, c'est à une délégation de l'OIF conduite par son administrateur Adama Kane. Les discussions portaient sur la prochaine programmation de l'institution pour la période 2019-2022. En seconde audience, le Premier ministre a échangé avec une autre délégation, celle de la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, Shelter Afrique, délégation amenée là par son directeur général, Femi Adeolé. Je vous propose d'écouter les chefs de délégation. D'abord, l'Organisation internationale de la francophonie, des propos recueillis par Christine Pétcheki-Aloudé. Saluer donc le Premier ministre au nom de Madame Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, au nom de la francophonie, et aussi faire le compte-rendu des activités qui nous ont menées ici au Togo, à savoir la concertation entre donc, les réseaux institutionnels de la francophonie et les correspondants nationaux sur la prochaine programmation de notre organisation pour les années 2019-2022. Je suis venu aussi avec un message donc, de la secrétaire générale, aussi pour son Excellence le président Faure, donc Gnassingbé, président de la République, concernant le dialogue politique au Togo et donc avec le soutien, l'accompagnement de la francophonie. We are privileged to have had a very good and warm reception by His Excellency the Prime Minister. Nous avons discuté de la population qui augmente et à côté de cette croissance de la population, le besoin en termes de logement abordable a été abordé et nous avons discuté des mesures qui pourront permettre d'engager un partenariat entre Shelter Afrique et l'État du Togo, de sorte à soutenir la stratégie de développement de l'urbanisme, des projets qui sont dans le sens d'assainir les villes, des projets qui sont dans le sens de faire la promotion des programmes immobiliers. J'ai promis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous allons développer un accord cadre qui sera la base d'un programme de construction de logements
abordable et pour un coût global de l'ordre de 40 millions de dollars. Je voudrais signaler que ceci n'est pas le début de nos relations. Nous travaillons déjà avec le Togo et nous pensons que nous allons faire plus d'efforts de telle sorte que l'impact sera d'améliorer les conditions de vie au Togo. Le partenariat ne consistera pas seulement à produire des logements, ça va aussi créer des emplois, ça va aussi permettre d'améliorer de façon significative le cadre de vie pour la population. Et nous sommes très heureux d'avoir rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est une autorité qui a de la vision de nos points de vue. Il est orienté sur les objectifs et nous serons très heureux de travailler avec lui et aussi avec le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Very happy. It's a pleasure to have met the Prime Minister. He's a fantastic leader. He's very focused, and we look forward to working in partnership with him and the Minister for Urbanism. Et voilà donc pour les deux audiences accordées ce matin à la primature. Également dans l'actualité, la plateforme nationale de facilitation des pratiques évaluatives, elle a été lancée ce jeudi. En clair, c'est un cadre de discussion pour l'ensemble des acteurs pouvant contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques. Les précisions dans ce reportage de Carmen Madjiakapo. L'évaluation est aujourd'hui une fonction indispensable dans le processus de gestion des politiques publiques de développement. C'est pourquoi en 2013, la commission de l'UEMOA s'est dotée d'une cellule d'évaluation pour assurer une meilleure allocation des ressources au secteur d'intervention susceptible de générer plus de bénéfices économiques aux États membres de l'Union. Pour donc permettre à cette cellule de mener à bien sa mission, un cadre de discussion et de concertation dénommé Plateforme nationale de facilitation des pratiques évaluatives est ici mis en place. Il regroupe les représentants des différents secteurs institutionnels impliqués dans le processus d'évaluation des politiques publiques nationales. La mise en place de cette plateforme va permettre une meilleure allocation des ressources publiques et elle va permettre d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'assigne dans son action publique, donc d'être efficace et d'être efficient, donc d'atteindre ces objectifs-là au meilleur coût possible. Pour la commission de l'UEMOA, cette plateforme nationale constitue l'un des dispositifs essentiels pour développer la culture de redevabilité dans le dialogue avec les États membres de l'espace. Il s'agit de voir, à travers l'évaluation, si dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous sommes toujours dans la droite ligne des objectifs qui ont été fixés et si la mise en œuvre telle qu'elle a commencé permet d'atteindre effectivement les objectifs de l'action. C'est pour cela que la commission de l'UEMOA a intégré dans les réformes en son sein la nécessité d'institutionnaliser la pratique évaluative. La plateforme nationale de facilitation des pratiques évaluatives du Togo sera donc une interface représentative qui va faciliter les processus de développement de la culture d'évaluation et partant assurer avec une meilleure efficacité l'atteinte des objectifs d'intégration de l'UEMOA. Cette nouvelle, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, vous êtes détenteur de passeport de service ou d'un passeport diplomatique. Eh bien désormais, plus de visa pour le Maroc. Lomé et Rabat viennent de signer un accord d'exemption de visa. Les officiels et surtout les hommes d'affaires sont les bénéficiaires. Prudence Zissou. La diplomatie togolaise s'illustre de plus belle et s'oriente vers de nouvelles perspectives de coopération avec plusieurs États du continent et du reste du monde. En témoignent les bonnes relations de coopération entre le Togo et le Royaume du Maroc qui se concrétisent davantage à travers la décision de l'exemption de visa diplomatique et de services entre les deux pays. La signature de cet accord d'exemption de visa est intervenue mercredi à Marrakech au Maroc entre le ministre Robert Dussé des Affaires étrangères
de la coopération et de l'intégration africaine et celui marocain Nasser Bourita à marge de la 5e conférence ministérielle du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Les hommes d'affaires et les diplomates des deux pays auront désormais la facilité d'effectuer leurs voyages et missions sans visa, ce qui permettra non seulement de resserrer les liens diplomatiques, mais aussi améliorer le volume des échanges commerciaux entre Lomé et Rabat. Cet accord intervient alors que le Maroc a formellement notifié sa volonté d'adhérer à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dont la présidence est assurée actuellement par le chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé. Depuis le début des années 2000, le Togo et le Maroc entretiennent des liens étroits, aussi bien au niveau de la diplomatie que des transports aériens. Royal Air Maroc, la compagnie nationale marocaine, relie l'aéroport international de Lomé au Togo 3 fois par semaine. Cet engagement du Togo a redynamisé davantage sa diplomatie à travers le renforcement de sa coopération avec divers pays, de même que l'établissement de nouvelles relations s'est aussi matérialisé quelques jours plus tôt par l'accord signé sur l'exemption de visas diplomatiques et de services entre le Togo et le Qatar lors de la visite officielle de travail du chef de l'État à Doha. Et nous vous l'annoncions aussi hier déjà avec le message du ministre de la Communication appelant à une presse libre et professionnelle. Et ça y est, ce 3 mai est la journée internationale de la liberté de la presse. Alors cette question, quel est aujourd'hui l'état de la presse togolaise? Un rapport détaillé a été justement présenté ce matin par l'Observatoire togolais des médias. Les grandes lignes, Ulrich Amégan, Chassim Nabaga. Du 3 mai 2017 au 3 mai 2018, la liberté de la presse au Togo est restée globalement stagnante. C'est ce qui ressort du rapport sur l'état de la presse au Togo, rapport publié par l'Observatoire togolais des médias OTM au cours de cette rencontre. En se référant au classement de Reporters sans frontières, on voit donc que le Togo est classé 86e sur les 180, tout comme l'année dernière. Ça veut dire qu'on n'a pas bougé et ça signifie également qu'on n'a pas avancé, si vous voulez, dans ce domaine de protection de la liberté de la presse. Et ça nous amène également à parler de certaines exactions qui ont eu lieu par rapport à la presse en général. Parfois, c'est les manifestants qui se prennent à certains journalistes par rapport à leur prise de position. Ils estiment que certains journalistes font la part belle au pouvoir en place et donc qu'ils ne sont pas les bienvenus dans ce genre de manifestations. Ils s'en prennent à eux et ça crée également d'autres problèmes. Vous savez que tout ça là rentre en ligne de compte dans l'évaluation que Reporters sans frontières fait. Le rapport fait état de l'existence de 79 stations radio, 8 chaînes de télévision, 171 journaux, 3 agences de presse, une cinquantaine de médias en ligne et 6 médias internationaux qui animent le paysage médiatique togolais. Sur le plan qualitatif, le rapport reconnaît que tous les courants politiques ont aujourd'hui accès aux médias publics. En ce qui concerne les médias privés, le rapport souligne qu'ils sont tellement alignés qu'ils ne donnent l'information qu'en sens unique. De même, ils s'intéressent beaucoup à la politique au point d'ignorer leur rôle qui est celui d'éduquer et de former la masse. Le rapport aborde également plusieurs autres aspects, notamment les relations institutions, médias et journalistes, les dérapages et atteintes à la liberté de la presse. Le rapport est assorti de recommandations et de résolutions. Au gouvernement, nous demandons, en ce qui concerne les médias publics, que nous appelons abusivement médias d'État, qu'on revoie les conditions de travail donc, dans ces différents médias-là et que le matériel, naturellement, soit également changé ou rénové. Nous demandons également que la presse soit mieux financée. Vous savez que depuis les états généraux de 2014, il y a eu certaines recommandations qui ont demandé à ce que, par exemple, l'aide de l'État à la presse soit portée à 800 millions, que le gouvernement puisse créer un cadre propice de protection des journalistes et de protection même de ces libertés-là. La publication de ce rapport a été précédée par une conférence débat sur la thématique de la Journée internationale de la liberté de la presse qui porte sur médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. La presse et la justice sont là pour rappeler la légalité républicaine
qui doit être le soubassement de toute action des dirigeants. Tant que la légalité républicaine perd sa valeur dans un pays, eh bien le pays tombe dans l'anarchie ou dans les dérives, et c'est toutes les forces négatives qui s'emparent des leviers du pouvoir. La liberté de la presse est une réalité au Togo, mais cette réalité doit être renforcée. Il faut éviter les actes qui mettent en mal cette liberté. C'est pourquoi d'ailleurs nous saisissons l'occasion pour inviter tous les acteurs à s'activer intensément pour permettre aux journalistes de faire véritablement le travail et pour pérenniser la liberté de la presse, gage de la justice, de la démocratie et de l'état de droit. Le directeur de cabinet, Missite Kokou, représentant le ministre en charge de la communication, a souligné les efforts du gouvernement dans l'amélioration et la consolidation des acquis de la liberté de la presse au Togo, notamment la dépénalisation du délit de presse, l'aide de l'État à la presse et les états généraux de la presse. Il a dénoncé les dérives avant d'appeler les journalistes à plus de professionnalisme et de responsabilité. L'autre temps fort de cette rencontre est le lancement officiel du site internet de l'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo. Le site est conçu avec l'appui financier de la fondation Friedrich Ebert. Et pour ce qui concerne l'information en elle-même, comment reconnaître le vrai du faux et faire la différence entre fausses nouvelles et canulaires? Et voilà les sujets auxquels s'attellent les journalistes de la presse publique et privée depuis ce jeudi matin dans les locaux de la Banque Ouest africaine de développement. Séance de formation et d'échange sur les fake news, entendez, fausses nouvelles et l'importance de la vérification des sources d'information. Séance organisée donc par la BOAD, Phyllis Badier, Augustin Kossi. S'il est un phénomène qui n'épargne aucun internaute ou usager des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est bien les fake news. De nouvelles terminologies pour désigner les fausses informations, tout simplement des canulars informatiques véhiculés à travers la toile. Ils séduisent par le poids des mots, le choc des images qui attirent irrésistiblement les regards et facilitent le partage sans réflexion. C'est une information délibérément fausse ou truquée, créée par un individu ou un média, juste pour induire en erreur le maximum de personnes. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour déterminer une fake news. Déjà, la façon dont l'information est présentée, je prends du recul et je vois comment l'information est présentée, même si c'est une image, je vois comment l'image est présentée. J'essaie de voir les différentes sources. Si c'est une photo, il y a ce qu'on appelle les métadonnées, des données qui se retrouvent derrière la photo, pareil pour une vidéo. Et donc ces métadonnées me permettent de déterminer les dates, les origines, les conditions dans lesquelles la photo a été prise. Et lorsqu'une image ou vidéo ou encore un mot est à la portée d'un internaute, faut-il le partager ou l'analyser d'abord? Les journalistes se doivent d'être à l'avant-garde du phénomène. Ici, au cours de cette formation initiée à leur endroit par la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, ils se familiarisent avec les outils devant leur permettre de reconnaître le vrai du faux. Beaucoup ne savent pas qu'ils s'exposent. Le code pénal en vigueur actuellement au Togo présente des articles qui peuvent nous être appliqués. Et quand vous relayez une fausse information qui porte atteinte à la dignité d'une personne, la personne peut vous poursuivre. On doit faire extrêmement attention à ce phénomène de mimer. Parce que quand tu mets ou quand tu partages, tu engages ta responsabilité. Et il faudra être prêt à assumer cela. En tant que journaliste, tout ce que nous devons publier doit être bien sourcé, bien vérifié et refléter la vérité. Si des journalistes sont devenus des propagandeurs de fausses informations, ça entache la crédibilité de notre métier. Donc ce qui se fait, c'est que nous partageons avec nos confrères des outils qui peuvent nous permettre d'abord de vérifier une information, si c'est une vraie information, si ce n'est pas une vraie information, si c'est du fake. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est du fake? Nous avons attiré l'attention sur le titre d'un article, par exemple, sur cette phrase souvent, ou bien ce verbe qu'on demande toujours partager, partager. Un vrai article de presse ne demande pas forcément cette action de partager là. C'est dire que la seule et véritable ressource dont disposent les internautes pour ne pas tomber dans le piège des fake news reste et demeure le doute et la réflexion avant tout partage. Et quand une institution bancaire comme la BOAD s'engage à combattre le phénomène par la formation,
Le jeu en vaut la chandelle pour que chaque usager des réseaux sociaux mesure la portée de toutes les publications avant de permettre l'accès aux autres. Et voilà donc pour les journalistes, les magistrats maintenant, le guide de droits et obligations de justiciable officiellement remis ce matin au Conseil supérieur de la magistrature. Le document fera bientôt l'objet de vulgarisation, tout comme celui sur l'éthique et la déontologie du magistrat. L'appropriation des contenus devrait aider à une justice de qualité et au service du peuple. Clémence Magnang, Clarisse Aticlet. Le Conseil supérieur de la magistrature de plus en plus engagé pour une justice de qualité au service du peuple. Elle dispose désormais du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Ces deux documents qui permettent aux justiciables de s'informer sur leurs droits et devoirs et les services auxquels ils peuvent prétendre sont remis au président du Conseil supérieur de la magistrature par l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Nous essayons de participer, d'appuyer la justice togolaise pour la diffusion et notamment de la vision des droits et des obligations des justiciables pour que tout le monde soit au courant des droits et des obligations et aussi du côté des magistrats, de la déontologie qu'il faut respecter dans tout ce domaine de la justice. C'est en effet l'Union européenne qui a appuyé l'édition de ces deux documents importants. C'est à travers le programme d'appui au secteur de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature se félicite donc de l'engagement et de la disponibilité de l'Union européenne à appuyer ce programme nécessaire à l'ancrage du système judiciaire togolais. Il est important que les populations connaissent leurs droits dans leur rapport avec la justice, mais aussi leurs devoirs, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une justice qui serve la vérité. Cela est très important pour nous. Et donc, dès demain, il y aura le grand lancement de la grande campagne de vulgarisation de ces documents que nous avons élaborés pour permettre presque à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, même aux étrangers vivant chez nous, de mieux connaître leurs droits, leurs devoirs pour les exercer dans l'objectif bien compris de l'édification de véritable état de droit. Destiné à être vulgarisé sur l'ensemble du territoire, le guide des droits et obligations du justiciable et la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat sont édités respectivement en 4500 et 500 exemplaires, en plus de 400 affiches pour une grande campagne de sensibilisation. Merci, madame. Autre sujet évoqué ce soir dans l'actualité, la gouvernance au sein des systèmes financiers décentralisés. Une série de formations a lieu en ce moment sur la thématique. En clair, il s'agit d'apprendre aux acteurs à corriger les insuffisances constatées dans la gestion au niveau de ces institutions. Les explications de Serge Tastom et Luc Assis. Le Togo a enregistré au cours de ces 10 dernières années une floraison des systèmes financiers décentralisés SFD avec un niveau d'activité qui a plus que quintuplé. Malgré cette floraison, bon nombre d'entre eux ferment boutique très tôt pour cause de la mauvaise gestion. Et les recommandations faites par la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit Casimec suite à des contrôles ne sont pas mises en œuvre. Une situation qui pénalise forcément les populations qui font de plus en plus confiance à ces institutions de microfinance. Leurs responsables sont ici formés pour corriger le tir en leur permettant d'exister dans le temps et de voler au secours des populations. Nous avons décidé de renforcer leurs capacités pour une meilleure compréhension d'abord de leur rôle, puisque c'est les dirigeants qui sont ici présents, et voir dans quelle mesure on peut expliquer certaines diligences récurrentes qui n'arrivent pas à mettre en œuvre pour améliorer la gouvernance. Portée par la direction de la promotion de la finance inclusive des PFI et la Casimec, cette formation apporte une plus-value au secteur de la microfinance afin qu'il soit plus apte à rendre des services financiers de qualité aux populations. Il nous a semblé nécessaire, après 4 années d'existence des programmes de financement inclusif, d'accompagner les systèmes financiers décentralisés dans la gestion de leur gouvernance. Cette formation a pour objectif principal de les outiller pour pouvoir acquérir plus de professionnalisme
pour que les services financiers fournis aux populations les plus démunies et vulnérables situées en zone rurale que nous accompagnons soient à la même hauteur que les services financiers classiques. Il est nécessaire que nos systèmes financiers décentralisés observent les mêmes règles de gouvernance pour pouvoir permettre à leurs institutions de traverser des crises quand elles surviennent et d'avoir une vision stratégique plus axée sur les performances au service des populations. La présente rencontre qui devra aider les SFD à développer une gestion optimale des affaires est à sa deuxième étape. Le secteur contribue environ à 20% au PIB national. Il est 20h26, l'actualité à l'étranger. En bref, qui l'aurait imaginé? Les comités de soutien au 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika se mettent en ordre de marche avant même que le concerné n'exprime sa volonté de se présenter ou non à la présidentielle de 2019. Après l'Organisation nationale des Aouiouas, confrères religieux, l'Union générale des travailleurs algériens, le Forum des chefs d'entreprise, eh bien c'est au tour de plusieurs organisations estudiantines de se rassembler au sein d'une coordination baptisée Génération Bouteflika. Son agenda, faire campagne pour son mentor. Les partis de l'opposition dénoncent, je cite, un recrutement éhonté de jeunes à des fins électoralistes. Retour chez nous au Togo, la 3e édition de l'événement dénommé Nuit de l'eau a eu lieu le vendredi dernier à Lomé, une initiative du Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo. Il s'agit en fait d'une rencontre entre les acteurs du secteur de l'eau et des partenaires en vue de récompenser ceux qui ont marqué le secteur par leur travail. Le thème retenu est Ensemble, célébrons l'eau et ses acteurs. Viviane Noussouli. L'utilisation de l'eau occupe une place importante dans tous les ménages et cette denrée est célébrée chaque 22 mars dans le monde entier. Au Togo, le Parlement national de la jeunesse pour l'eau mène également des actions dans ce domaine. C'est à travers son projet dénommé Nuit de l'eau qui est à sa 3e édition cette année. Bien, le Parlement national de la jeunesse pour l'eau, c'est une représentation du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, qui est un réseau de jeunes actifs sur les plaidoyers. Premièrement, nous, c'est la prise en compte des jeunes dans les discussions, dans les prises de décision liées au secteur de l'eau. Mais au-delà de ça, nous initions des projets de terrain pour l'accès à l'eau potable. Et enfin, nous sensibilisons aussi les plus jeunes. Et donc, cette nuit de l'eau s'inscrit dans notre axe de plaidoyer. Cette année, on s'est dit qu'il va falloir prendre en compte les acteurs à la base. Parce que ces acteurs sont très importants dans la chaîne de l'approvisionnement en eau potable, surtout en milieu rural. Acteurs et partenaires du secteur de l'eau sont présents à cette soirée. Ils ont reçu des distinctions et des prix de reconnaissance. Cette reconnaissance que vous avez à l'endroit du ministère n'est pas seulement pour le ministère, mais ça va beaucoup plus haut. C'est dédié même à celui qui a eu l'idée de restaurer ce ministère-là pour le bien-être de la population togolaise. L'eau est une denrée vitale et indispensable. C'est pourquoi le PNJE Togo œuvre pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'accès à l'eau potable à tous. Dans le reste de l'actualité, ce contrat désormais entre la BOAD et Fideli Finance au Burkina Faso, les deux institutions s'accordent à booster la croissance et la création d'emplois. 117 milliards de francs CFA sont bien à la disposition de Fidelis Finance. Philippe Badier, Augustin Kossi. Le secteur privé devient de plus en plus un moteur indéniable dans la croissance économique des pays en développement. Et malgré l'importance des petites et moyennes entreprises, elles sont souvent confrontées aux contraintes liées au financement du système bancaire et financier classique. Par cette signature du contrat de prêt, la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'engage à accompagner Fidelis Finance Burkina Faso dans le financement des petites et moyennes entreprises dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. 17 milliards de francs CFA pour soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises. La présente cérémonie, qui constitue la 6e du genre entre la BOAD et Fidelis Finance Burkina Faso, traduit
Encore une fois, l'excellence de la coopération entre les deux institutions qui va porter sur un montant total de 17 milliards de francs CFA cumulés pour soutenir les petites et les moyennes entreprises de l'UEMOA en finançant leurs investissements dans le but d'augmenter leur productivité. La BOAD vise non seulement à contribuer à pallier les contraintes susvisées, mais aussi à soutenir le développement des activités de la succursale Fidelis Finance Côte d'Ivoire. Pour Fidelis Finance Burkina Faso, c'est une marque de confiance instaurée il y a 20 ans. De là, une cinquantaine de projets de développement vont être financés et par conséquent, plus de 350 emplois directs vont être créés. Cette année, nous fêterons dans quelques semaines les 20 ans de Fidelis. C'est donc 20 ans de partenariat que couronne cette convention, puisque la BOAD a été de ceux qui ont porté sur ces fonds bastimo en 1998 notre établissement. Ces ressources vont contribuer au renforcement de notre position de société de crédit bail de référence au sein de l'Union, ce qui va porter seulement pour les 3 derniers concours que nous avons reçus donc de la BOAD, l'impact donc en termes de création d'emplois à plus de 1500 emplois créés. Le grand enjeu de ce contrat de prêt entre les deux institutions reste donc l'identification des entrepreneurs porteurs de projets innovants à même de créer de l'emploi et stimuler la croissance. Déjà, la 5e ligne de ce projet de refinancement a permis la création d'environ 522 emplois, notamment dans les secteurs des BTP, les transports, les TIC, ainsi que du commerce et des services dans l'espace communautaire UEMOA. L'agréable joint à l'utile après la réunion à Lomé des correspondants de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Un cocktail a rassemblé hier tous les participants. Soirée à la résidence de l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Karim Chérif, président du groupe des ambassadeurs francophones. Reportage Tabita Isiakapo. C'est un cocktail dînatoire pour faire honneur à toutes les délégations de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie présente au Togo, et surtout à l'administrateur, son Excellence M. Adama Ouane. Leur présence témoigne des avancées significatives que fait le Togo en matière de développement, tant sur le plan culturel que social. Cette organisation fonctionne aussi avec de grands réseaux, et parmi ces réseaux, nous avions le groupe des ambassadeurs francophones. Pour célébrer la francophonie, comme nous la célébrons tous les jours, pour partager ce que nous appelons valeurs autour de la langue, l'état de droit, la diversité, la promotion de la langue française, l'éducation et la formation, l'économique et le numérique, la jeunesse, l'égalité femmes-hommes. Comme vous voyez, la francophonie est moderne, elle est actuelle. L'ambassadeur d'Égypte au Togo, Mohamed Karim Chérif, président du groupe des ambassadeurs francophones, se réjouit de cette rencontre qui va permettre de tisser plus les liens de coopération entre les États de l'OIF. En tant que président en exercice du groupe des ambassadeurs francophones au Togo, c'est notre devoir, bien sûr, de promouvoir la francophonie, la langue française, bien sûr, toutes les activités de la francophonie. Et sur ça, bien sûr, on ne peut pas manquer cette opportunité d'avoir la deuxième personne à la francophonie ici au Togo, et de ne faire pas cette occasion pour célébrer la francophonie, pour célébrer la présence de M. Adama ici au Togo. Basé sur la solidarité, l'OIF compte aujourd'hui 84 États présents sur les 5 continents. Le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest est au Togo, ce qui fait de notre pays un hub pour la francophonie. Et dernière partie de cette édition, le sport, le traditionnel sport de chaque jeudi. Et ça fait du plaisir de retrouver Claude Abba. Bonsoir. Bonsoir Yurso, le plaisir est partagé. On va parler de la fête du 1er mai, encore le 1er mai qui a été célébré sportivement à la SASOF mardi dernier. Effectivement, Gerson, c'était le mardi matin que les cadres et employés des sociétés de la zone franche se sont retrouvés au stade municipal de Lomé pour vivre la finale du tournoi organisé par l'Union fédérale des travailleurs de la zone franche, en abrégé UFETRASOF. Une finale gagnée par Sivop, vainqueur de Nocito. 3-1. Jean-Kofi Dedeji.
Nosito en bleu n'a pas pu tenir longtemps face à la fureur de Sivop, décidé à rééditer l'exploit. Vainqueur de la 4e édition, Sivop a mis toutes les chances de son côté pour enlever le 5e trophée. Chose que les Verts ont commencé à réaliser dès la 8e minute de jeu en ouvrant le score sur penalty. Dominés et confinés dans leur moitié de terrain, les Bleus ont encore encaissé un second but à la 24e minute avant de réagir. Ils sont quand même parvenus à réduire le score à la 39e minute. À la reprise, Nosito joue mieux les premiers instants mais finit par baisser d'ardeur et se laisse noyer par le 3e but de Sivop. 3-1 pour Sivop, score final. C'est vraiment un grand plaisir de ramener encore la coupe une fois de plus à la maison. Donc voilà, c'était un grand moment, un match très difficile, très serré, mais que du plaisir. En plus, on remporte la victoire à la fin, donc c'est vraiment une belle journée. Cette activité sportive qui réunit les travailleurs de la zone franche est à pérenniser. C'était dans un fair play complet et la zone franche a montré sa capacité de vivre en dehors des usines, dans une ambiance de fête, de convivialité entre les travailleurs des entreprises, d'une entreprise à l'autre. Je suis content. Un jeu social qui n'est pas du tout brutal et heureusement n'a pas eu de blessés. Nous allons communiquer plus pour que au moins une dizaine ou bien pourquoi pas douzaine de sociétés puissent participer au tournoi. Les années à suivre. Médaille d'argent pour le finaliste Nosito. L'or et le trophée pour Sivop. Tous ceux qui sont là, qui observent le jeu, si on leur dit que c'est la zone franche, ils ne vont pas accepter puisqu'il y a une qualité de jeu. L'objectif, c'est de réunir toute la zone franche autour de ce ballon rond, de donner l'épanouissement total à chaque employé de la zone franche, puisque ce ne sont pas seulement les footballeurs qui sont là, il y a des gens qui ne jouent pas au foot, dont Lufi Trazov est en train de passer à autre chose comme l'athlétisme, comme le basket. Donc une fois que ce quorum sera atteint, l'objectif sera atteint. Ont également pris part à cette 5e édition 2A2I et Rodis. Et après le football, place maintenant de courses populaires qui se sont déroulées à Atapamé et à Bambouaka à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Togo. Oui, hier soir, à Bambouaka, tout comme à Atapamé, les passionnés de l'athlétisme ont pris d'assaut les différentes artères des dites villes pour vivre l'événement sous le regard de nos correspondants Désiré Aloy des Savanes et Silver Abdou des Plateaux. Sport de masse, une compétition à travers les artères de la ville de Tangouar. Une compétition dans le cadre des 58 ans de l'indépendance du Togo. Les jeunes athlètes sont venus de toutes les préfectures de la région des Savanes. Ils relèvent de la Ligue de la région. Les filles avaient une distance de 3 km, remportée par Céline Datieka, celle qui avait emporté la Dame Coupe lors de la course nationale de l'indépendance à Lomé. Côté des garçons, 5 km 8 à parcourir. Une compétition possible grâce au soutien des cadres de Tangouar et d'ailleurs. C'est pour vous faire mettre la pression dans la région des Savanes. Ça traîne, mais ça va aller. Toute chose, au début, ça a toujours des problèmes. Mais nous allons nous en sortir. Sincèrement, mais nous, on a commencé et nous, on va continuer. Je crois que la région donnera à chacun de pouvoir quand même accompagner les athlètes de la savane. Parce que l'avenir, dans 2 ans, dans 3 ans, vous aurez les résultats. La Ligue des Savanes cherche par ce sport de masse détecter des talents pour mieux les accompagner. 92 athlètes, dont 30 filles, ont participé à la compétition. Objectif, relancer l'athlétisme dans la région des Savanes. Ils repartent avec des prix, notamment des enveloppes, des médailles et bien d'autres, à l'issue de cette course populaire, dite course de l'indépendance, première du genre à Tapamé pour marquer le 51e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. 181 garçons et 57 filles ont pris part à cette compétition sportive. Au terme donc des 3 km parcourus chez les filles et 5 km chez les hommes, seuls les 5 premiers des 2 catégories ont été primés.
Un peloton à la tête duquel Nakaïm du groupe des femmes et Sylvain Comlan dans la catégorie des hommes. L'ambition est de permettre aux jeunes de renouer avec cette discipline que le gouvernement entend promouvoir pour créer l'harmonie et l'entente mutuelle au sein de cette frange de la population. C'est une course que nous avons initiée pour encore réveiller les consciences des jeunes en ce qui concerne la paix, la cohésion sociale dans ce pays qui est le Togo. L'initiative du gouvernement est de parvenir à faire du sport au Togo un vecteur de développement pour créer une dynamique permettant de bien dénicher les talents et de les promouvoir davantage. Et voilà, donc ce sera tout pour la page des sports de ce jeudi. Oui, juste le temps de rappeler au public sportif que notre représentante en Ligue africaine des champions, l'AS Togo, reçoit au Royal Athletic Club de la Guinée-Conakry pour le compte de la première journée des matchs de poule samedi au stade municipal de Lomé sous le coup de 16h. Merci beaucoup Claude. On va refermer cette édition sur ces quelques communiqués du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Afin de mettre en œuvre les actions des projets de filets sociaux et services de base et d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables, des projets qui s'adressent aux populations les plus vulnérables de notre pays, l'Agence nationale d'appui au développement à la base a identifié avec l'appui de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, 150 cantons les plus pauvres répartis dans la zone rurale des 5 régions suivant leurs contributions respectives à la pauvreté nationale. Au total, 650 communautés issues de 150 cantons les plus pauvres sont visées par ces deux projets de manière à répondre à la nécessité de réduction des inégalités de développement dans le pays. Afin d'identifier de façon nominative ces communautés, il sera organisé des ateliers de sélection dans chacune des 31 préfectures qui les abritent sur la période du 4 au 31 mai 2018. Ces ateliers seront des réunions publiques qui regrouperont les chefs de canton, les représentants des différentes communautés, les préfets des localités concernées et seront dédiés au tirage au sort des communautés devant bénéficier des différents projets. La méthodologie détaillée de la sélection sera publiée au journal officiel de la République du 8 mai 2018. Les acteurs régionaux de l'INSID, de la direction de l'action sociale, les préfets, les chefs cantons et les représentants des différentes communautés sont priés de bien vouloir s'impliquer dans ce processus pour une meilleure appropriation communautaire des projets. Communiqué donc du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Dernier communiqué ce soir, communiqué du gouvernement. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo Propre des premiers samedis aura lieu ce samedi 5 mai 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes, les campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre la tâche avec les leaders de la direction de la formation civique joignable au 90 91 55 11 et au 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Merci à vous qui nous suivez particulièrement ce soir à PME et à Pia Kibaudet, comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée. À très bientôt.